Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps d'ouvrir un livre était devenu un acte de résistance? Ce podcast, c'est celui des passionnés de lecture, sous toutes ses formes, sans préjugés. Dans cet épisode, mon invité est l'écrivain français Daniel Picouli. Il y a des gens extraordinairement heureux, et c'est peut-être, on peut le déplorer, on peut penser ce que l'on veut de ça, qui ne lisent pas et qui sont formidables. Alors on appelle ça des imbéciles heureux, non. Non, ils sont heureux d'une autre manière. Il faut accepter, et j'espère que le fait de lire permet d'accepter que d'autres soient heureux autrement que nous. Depuis Le Chant de personne en 1995, Daniel Picouli a puisé dans sa jeunesse l'inspiration de quelques-uns de ses plus beaux romans. Il y retourne pour notre plus grand plaisir dans le tout dernier, Je me suis couché de bonne heure, qui vient de paraître chez Albin Michel. C'est l'histoire d'un adolescent de milieu modeste, élevé dans un petit pavillon en banlieue parisienne, qui croise la route et les mots de Marcel Proust, grâce à un professeur pas tout à fait comme les autres. La transmission, c'est l'une des grandes batailles de Daniel Picouli. Rappelez-vous qu'il a lui-même enseigné, publié des manuels scolaires et même présenté sa propre émission culturelle à la télévision Café Picouli à la fin des années 2000. Cette volonté féroce d'apprendre, de découvrir et de partager est au cœur de ce nouveau roman où Daniel nous embarque avec humour, tendresse et gourmandise. Cet entretien a été réalisé à Paris, chez son éditeur, après une période de confinement particulièrement fertile pour lui. Écoutez. Bonjour Daniel Picouli. Bonjour. Ça va bien ? Ça va affreusement bien. C'est l'expression que j'utilise à chaque fois. Parce qu'elle provoque en face, on se demande ce que ça veut dire affreusement bien. Ça veut dire que ça peut pas être mieux, ça veut dire que... Non, je sais pas, j'aime bien qu'il y a cette espèce d'élément contradictoire où ça va bien, quoi. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous avez été contrôlé dans la rue, on vous obligeait à mettre un masque, ou alors on vous a mis une amende de 160 €. Non, quand vous avez commencé votre phrase, c'est vous avez été contrôlé dans la rue, qui était une des caractéristiques de ma jeunesse, si je puis dire. J'étais de par mon allure beaucoup contrôlé. Et pendant le confinement, j'ai pas pu être contrôlé dans la rue parce que je ne suis pas sorti, mais physiquement, vraiment, je ne suis pas. Je ne suis jamais sorti et j'ai goûté ce bonheur insensé d'être dans mon bureau, d'avoir une espèce. J'aime bien l'idée d'open space, là. Voilà. Le confinement, c'était pour moi un open space. C'est-à-dire, j'avais toute liberté. Le livre était terminé. Il y a eu encore quelques corrections, des allers-retours, mais il était fait. Je pouvais me livrer à autre chose. Et j'étais complètement confumé dans mon petit bureau. J'ai dit, j'ai besoin d'un roman d'aventure. Et je me suis lancé sur un roman que je réaliserai certainement, qui s'appelle Le Chevalier Noir, qui se passe du temps de Louis XIV avec le complot de Lautréamont. Voilà. J'avais besoin que ça chevauche, que ça galope, et j'ai fait aussi quelque chose que je ne fais jamais quand j'écris, c'est j'ai fait le plan, le découpage. J'avais l'impression que j'avais le temps de découper, ce que j'ai toujours, mais je le fais rarement. J'aime bien être surpris par le texte, surpris par la phrase, surpris par ce que j'écris. Et là, j'ai commencé à découper, à faire des premièrements, des deuxièments, des chapitres, des sous-chapitres. J'étais sidéré, mais de temps en temps, quand même, il me fallait un petit bout d'écriture, donc je me lançais dans un dialogue ou des choses de genre. Mais j'avoue que j'ai adoré ce moment-là pour cette liberté complète et ce désir de chevaucher littéraire, quoi. C'est intéressant parce que dans ce podcast, j'ai eu l'occasion d'interroger des écrivains pendant le confinement, après le confinement, certains par téléphone parce qu'ils ne bougeaient pas de chez eux. Ils ne bougeaient pas chez eux, ils n'arrivaient pas à écrire. Il y a vraiment eu deux catégories, j'ai l'impression, d'écrivains, de créateurs, ceux qui étaient paralysés par cette situation nouvelle, et puis ceux, au contraire, pour qui ça a ouvert des portes inédites. Vous, c'est vraiment votre cas? Ah oui, c'est mon cas, et en même temps, j'en ai pas été surpris. J'ai eu la confirmation, parce que par rapport à l'écriture, par rapport à l'imagination, on est beaucoup interrogé, et on vous pose souvent la question, est-ce que vous avez eu l'angoisse de la page blanche? Moi, je dis jamais, je n'ai jamais eu l'angoisse de la page blanche. Je suis très étonné même que certains l'aient, sauf à aimer l'angoisse. Écrivez n'importe quoi. J'allais dire, faites comme dans ce film où le type tape toujours la même phrase. Non, voilà. Et ça viendra.
Moi, j'ai toujours le sentiment qu'on est une espèce de cocotte-minute, que la pression monte et que ça viendra de toute façon. Je ne veux pas dire que si je me lance à écrire alors que je me sens un peu mou de l'imagination, si je puis dire, il va en sortir quelque chose. En tout cas, il en sortira l'idée que quelque chose va advenir. Ça, c'est la vraie certitude, elle est là. Elle dit, tu vas y arriver à faire quelque chose. Ce ne sera pas forcément extraordinaire, non, mais tu vas y arriver. Parce que je pense que que si j'étais saisi par l'angoisse, je pense que cette angoisse, elle reviendrait. Elle se reproduirait. Je crois que je l'intégrerais. Et parfois, je me demande, parce que beaucoup plus qu'avant, des gens viennent vous voir pour écrire. Il y a un désir d'écrire qui est phénoménal chez les gens, cette envie-là. Et en plus, un désir d'écrire que je peux, moi, constater, je suis dans des prix de premiers romans, un désir très vertébré. C'est-à-dire que les premiers romans sont déjà très matures. Ils sont étonnamment matures aujourd'hui, les premiers romans. Et quand les gens viennent vous voir, ils ont des questions. Et dans le dernier roman que j'ai écrit, j'en relais une. Ben oui, d'accord, mais moi j'ai envie d'écrire, je voudrais écrire, mais un livre, c'est combien de chapitres ? Et là, je comprends que ce sont des questions, j'allais dire, d'adolescents ou d'élèves. Moi, j'étais prof, et il y avait une chose que je faisais très très vite quand il y avait un devoir sur table. J'interdisais à mes élèves de me poser une question dans la première heure. Parce que je leur disais, vous, ce que vous voulez, c'est trouver la question qui va vous permettre d'arrêter de travailler. Et parfois, par rapport à l'écriture, je m'interroge sur le fait que certaines questions sont simplement des réponses déjà à « je ne vais pas écrire ». Je pourrais pas, c'est dur, hein, écrire. Et je vais au-devant de désillusions, de peines, de chagrins, parce que écrire, oui, écrire, c'est extrêmement frustrant, parce qu'on n'écrit jamais aussi bien que dans sa tête. Et moi, je rencontre beaucoup de gens qui écrivent dans leur tête et qui me disent « Ah, moi, si j'écrivais, j'aurais des histoires à raconter, voilà. » Et je leur dis « Oui, et c'est beau dans la tête. Et le plus difficile, ça va être d'admettre que c'est possible. D'admettre que c'est possible, que obligatoirement, il y aura beaucoup de travail pour restituer. Vous vous rendez compte, quand vous êtes dans votre tête, il y a des panoramas, il y a des images, il y a des lumières. Pour rendre une lumière, le boulot. Et je sens que les gens pressentent ça, et donc il faut qu'ils aient tout de suite une raison d'arrêter. C'est terrible ce que vous me dites. Vous allez peut-être frustrer beaucoup d'auditeurs, ou au contraire leur donner envie. Alors, votre nouveau roman, il parle de ça. Il parle de ce désir naissant de lire et d'écrire à travers l'auteur. Enfin, je ne sais pas si c'est l'auteur de tous les auteurs, mais Proust, c'est une montagne, c'est un talisman, c'est une légende aussi. Alors, ce qui est déjà très amusant, là, on est dans un format audio, donc on ne peut pas voir, mais c'est que pour le titre de votre livre, vous avez joué avec une des phrases les plus célèbres de la littérature française. « Longtemps, je me suis couché de bonheur » de Marcel Proust, du côté de chez Swann. Et vous, c'est devenu « Longtemps, je me suis couché de bonheur », mais le bonheur. Vous avez osé faire ça, Daniel Picouli ? Oui, j'ai osé parce que, souvenez-vous, l'année dernière, c'était l'année Proust. J'y ai participé puisque j'étais dans ce projet, que j'avais commencé à écrire, on m'a invité, et j'ai beaucoup écouté de spécialistes de Proust. Beaucoup. Il y a eu des conférences, et je ne trouvais pas mon Proust. Dans tous les Proust dont on me parlait, le snob, le juif, le dandy, je trouvais pas. Je trouvais pas. Et pourtant, il avait été important pour moi. Et le mot que je ne trouvais pas, c'était le bonheur dans Proust. Le bonheur de le lire, le bonheur de découvrir, le bonheur de se découvrir, le bonheur de savoir qu'on ne saura jamais Proust. Ça paraît étrange, hein, comme bonheur. C'est-à-dire que Proust vous met en situation d'être vous-même. Il vous dit définitivement, si tu veux être moi, accepte ma vie. Accepte tout ce que je suis. Accepte de passer une partie de ta vie au lit à étouffer, à avoir l'impression que tu vas mourir, à ne pas pouvoir sortir, à même avoir du mal à vivre sa sexualité. Enfin, accepte tout ça et tu seras peut-être Proust. Et tout de suite, vous dites non. Tout de suite, vous dites non. Vous, même pour avoir l'œuvre de Proust, vous dites non. Et Proust vous dit, alors dans ce cas-là, il faudra que tu sois toi-même. Et c'est-à-dire que c'est un homme qui vous met en charge de vous-même. C'est-à-dire, il vous apprend
qu'il va falloir faire avec ce que vous êtes. Tu t'appelles Daniel Picouli, tu as toutes les caractéristiques que tu as. Fais avec ça. C'est pas la peine. Et moi j'étais prof et j'ai rencontré beaucoup de professeurs de littérature qui étaient tétanisés par tout ce qu'ils savaient, que ce soit Flaubert, Dumas, tétanisés, parce qu'ils ne seraient jamais Flaubert. Mais oui, tout le monde ne sera jamais quelqu'un d'autre. Mais ça paraît idiot de dire ça, mais il n'empêche que ça circule beaucoup dans les têtes, que la littérature, c'est rejoindre les modèles qu'on aime. C'est les rejoindre même dans le style, dans l'imagination, dans l'imaginaire. Mais on ne veut pas les rejoindre dans la vie. On ne veut pas. Alors, si on ne croit pas au lien qu'il y a entre la vie, ce qu'on a ressenti, l'histoire de son corps, en ce qui concerne Proust et ce qu'il écrit, eh bien oui, bien sûr. On a l'impression qu'on peut être n'importe qui. Et Proust vous donne ça. Et Proust, en plus, c'est un élément, à part le bonheur, et j'y reviendrai, c'est la liberté. C'est-à-dire que Proust, vous dites Proust, personne n'écrit comme lui. À l'époque où il écrit ce qu'il écrit, personne n'écrit comme lui. C'est-à-dire que ce type, fondamentalement pour moi, il rompt toutes les règles de ce que c'est que le romanesque. D'accord ? Et bien évidemment, il en constitue d'autres. Ça veut dire que ce gars se permet tout. C'est-à-dire ce gars, en 50 pages, il vous donne une émotion. Et en quelques lignes, il vous donne 30 ans de la vie de quelqu'un. Ce type, il vous spolie, j'allais dire, la vie. C'est-à-dire il vous donne la fin de toutes les histoires avant même qu'elles aient commencé. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il vous dit, Proust ? Et qui peut être désespérant. Tu sais, c'est bon pour l'instant, mais ça va se gâter. Il vous dit ça, fondamentalement. Et tout au long du livre, il met 3000 pages pour résoudre l'énigme en question. Mais c'est de ça. Et quand vous avez ça à 15 ans, à 14-15 ans, quand quelqu'un, avec ce talent-là, avec cette distance-là, vous donne la liberté d'écrire, la liberté d'entreprendre, vous met en tête-à-tête avec votre imagination, votre histoire, ce que vous êtes, et vous dit, vas-y, ça existe, et c'est ce qu'il y a de plus beau pour toi, en toi. C'est le bonheur. Et donc, je me suis permis, excusez-moi Marcel, d'instiller le bonheur parce qu'il m'a donné beaucoup de bonheur. Et je pense qu'il l'a donné à beaucoup, et j'ai presque l'impression que les gens qui lisent Proust ont le bonheur coupable. Ce bonheur parfois de la phrase, tout simplement. Même de la phrase dont on n'est pas certain de comprendre ou d'être d'accord avec. Mais qui a une beauté esthétique chez Proust. Il y a des moments d'esthétisme extraordinaires, et qui ne sont pas de l'esthétisme, c'est une véritable esthétique qu'il a. Et ça, je me demande si on n'a pas de temps en temps l'espèce de « Ah oui, d'accord, on aime ça parce que c'est beau. Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça me donne ?» Donc on a peut-être le bonheur coupable d'aimer Proust. Et j'aurais tendance à penser que ce plaisir esthétique dans la littérature aujourd'hui, c'est pas forcément ce qui est mis le plus en avant, c'est pas ce qui est forcément le plus salué. Au moins, j'entends beaucoup, en tout cas parmi les romans qui fonctionnent, on va dire, ou dont on parle, on aime bien les histoires vraies, les gens qui vous racontent on aime bien l'autofiction, on aime bien que ça soit vrai, on a envie de savoir, on a envie que ça soit réaliste. Et chez Proust, c'est pas vraiment la réalité des faits qui compte. C'est d'abord il y a une forme incroyable. Est-ce que Proust c'est moderne ? Ah, c'est extraordinairement moderne. Est-ce que Proust c'est dans l'air du temps ? C'est dans l'air du temps, dans les intentions, dans la philosophie, dans la forme, non. Dans la forme, non, tout simplement parce que ce que l'on reproche à Proust, tout de suite ce que l'on sort, c'est ces très très longues phrases, ces digressions. C'est vrai, ça c'est une réalité. Quand vous entrez dans Proust, vous le sentez. Mais curieusement, si vous avez fait, j'allais dire, un peu d'athlétisme et que vous avez fait des crosses, ou si vous avez fait du vélo, il vous arrive dans le corps, dans la tête, une musique. Une musique qui est liée à l'effort, qui est liée au rythme, et que vous intégrez. Et d'ailleurs, beaucoup de champions disent « c'était un jour avec une belle musique ». Ça veut dire que ça allait. Le corps et la musique, le rythme, donc, allait. Et chez Proust, si vous vous laissez aller à acquérir le rythme de la phrase, vous allez y être à l'aise. Mais il faut avoir un peu de temps. C'est pour ça qu'on dit beaucoup, tout le monde me dit quasiment, que cet été, je lis Proust. Parce qu'on a du temps. Voilà, on a du temps, c'est une lecture d'été. On a du temps, on se voit bien sur un transat, on voit même peut-être une piscine quelque part ou des horizons. On veut du temps. On veut du temps parce que pour intégrer le rythme de Proust, il faut du temps. Et aujourd'hui, non, il faut aller vite. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est très simple. Vous pouvez regarder un livre de loin même.
vous voyez le découpage. Vous voyez le découpage des chapitres. Vous regardez un livre, j'allais dire, il y a 20 ou 30 ans, vous le regardez de loin et vous voyez même pas le même découpage. Physiquement, les livres ont changé parce que le degré d'attention a changé. On le sait et on le reproche à nos jeunes gens. On le reproche à l'école qu'il n'ait plus que quelques minutes d'attention. Mais on est devenus ces enfants-là qui ont besoin de rupture de chapitres, de courtes, de bouclage. Tout ça, on a besoin, parce qu'en plus, on est aujourd'hui, c'est un univers qui est romanesquement en compétition avec le livre. On est habitué à des schémas audiovisuels qui, eux, percutent, qui, eux, sont de cet ordre-là, où il se passe quelque chose très régulièrement. Voilà. Donc aujourd'hui, entrer dans Proust, c'est vraiment avoir son été. Avoir son été pour soi. Et en même temps, c'est dommage, parce que j'ai envie de dire, mais même... rentrez dedans, ouvrez-le au hasard. Je peux vous assurer que même en l'ouvrant au hasard, vous allez tomber sur quelque chose qui va vous arrêter, qui va vous ravir. Et laissez ça. 15 lignes, 20 lignes, vous avez déjà toute la journée pour les digérer, pour les comprendre. Faites. Et moi, j'aimerais qu'on utilise, j'allais presque dire Proust en kit, que Proust, on l'ouvre et qu'on n'ait pas un peu cette espèce de... je pense que aussi les gens sont pas contents d'avoir tout lu Proust. Moi, la première chose qu'ils me demandent, c'est « T'as tout lu ?» Comme si j'étais arrivé au bout d'un marathon et que on allait me mettre une couverture de survie sur les épaules. « T'as lu Proust tout entier ?» Voilà, c'est une performance. Non, faut pas le lire comme ça, Proust. S'il faut le prendre par petites doses, il faut le prendre par petites doses. Et voilà, il y a tellement. Et on parlait de l'esthétique, bien sûr, parce que Proust vous renvoie à une esthétique d'une sophistication absolument sidérante. Et là, vous pouvez être effrayé, parce que. Et moi, je le mets dans mon roman. Mon livre de référence, c'était un livre de citations. C'est un livre de... J'ai pas écrit une seule rédaction dans tout le collège sans commencer par regarder ce qu'on en disait dans mon... Parce que la citation, c'est la phrase pure, absolue, esthétiquement belle. Des fois, on a du mal à la comprendre, des fois, elle correspond pas, le sens, mais elle est belle. Et j'avoue que moi, même dans mon style, comme j'écris, j'aspire à ces moments de grâce dans la phrase, en espérant bien sûr lui donner du sens. Donc il y a une esthétique, mais c'est pas l'objectif, l'esthétique. C'est un moyen pour peut-être toucher les gamins de 15 ans qui sont en recherche d'esthétique. Ils veulent pas seulement des idées, ils veulent qu'elles soient belles à lire, belles à regarder, belles à écouter. Moi j'avais ce sentiment-là. Et d'abord, ce qui fait qu'on peut se laisser prendre à des idées parce qu'elles sont formidablement bien formulées, par écrit, ou tout simplement qu'on a entendu quelqu'un qui parlait bien. Alors, vos phrases, elles sont pas aussi longues que Proust, en tout cas dans ce roman-là, c'est certain. En revanche, le style, moi j'aimerais essayer de le décrire, mais je pense que vous pouvez en parler aussi. Quand on vous lit sur ce livre-là, déjà, moi je vous sens sourire, voire rire en écrivant. Oui, il y a du soleil, il y a de la joie, il y a du bonheur. C'est une espèce de plaisir permanent. Est-ce que vous êtes beaucoup amusé en écrivant ce roman ? Ah oui. Et puis je voulais être fidèle au gamin que j'étais, qui était désespérément heureux, qui était un môme plein d'avenir. Moi, j'étais pourtant je suis dans une cité ouvrière. Bon, on connaît à peu près mon itinéraire. Je n'avais aucune crainte sur l'avenir. Et en même temps, j'ai voulu le restituer dans le livre, parce qu'on est dans ces années qu'on appelle les 30 glorieuses, où on ne se posait pas la question de savoir si on allait avoir du travail. Mais quel travail ? Et quand ? Et si on allait avoir mieux que ses parents ? Nos parents travaillaient à ce qu'on ait mieux, et ils y parvenaient. C'était quelque chose qui était dans notre cerveau reptilien. C'était tout profond. Hein, et on ne se posait même pas la question. Donc, j'étais dans cette... Et tout autour de moi, j'avais le sentiment qu'on était tous dans cette... pas une illusion, parce que c'était une réalité à l'époque. Donc, moi, j'étais dans ce bonheur-là, et j'ai voulu le retrouver. Mais je me suis aperçu que je n'avais pas tellement perdu. Je suis, j'allais dire, presque indécrotablement optimiste, oui, bien sûr. Et que donc, retrouver ce gamin, il y avait cet optimisme, il y avait ce bonheur-là, mais il y avait aussi tout ce qu'il vivait censément de douloureux, c'est-à-dire
moi, à 15 ans, je ressemblais plutôt à un gosse de 12 ans. J'étais petit. J'étais ce que aujourd'hui j'appelle un porte-clés pour les filles. C'est-à-dire que moi, elles m'adoraient parce qu'on racontait des blagues, j'étais rigolo, j'étais sympa, mais à partir avec celui qui déjà se rasait le matin à 14 ans. Bon, voilà. Donc c'était un peu cette idée-là, et c'est vrai, et c'est complètement vrai. Ce qui m'a mis beaucoup du côté de la parole et des mots pendant longtemps. Voilà. Parce que le corps suivait pas. Enfin, si, il a suivi, mais avec. Vous avez poussé d'un coup. Oui, oui. Ah oui, mais j'ai poussé dans l'été qui suit. Ah oui. L'été qui suit, je suis parti avec mon frère. Mon frère m'a emmené en Suède pour me récompenser de mon BEPC. Enfin, il avait prévu ce voyage-là. Et j'ai grandi de 7 cm pendant ce mois-là. Je suis parti plus petit que mon frère, je suis revenu plus grand. Et ça, c'est voilà. Ce qui fait qu'après, on a des problèmes de genoux parce qu'on a grandi trop vite. Mais ça, c'est un détail. Un autre sujet. C'est un autre podcast. Mais le corps, c'est un vrai podcast. Mais ce que je veux dire, c'est que ce bonheur-là, cette joie-là, je l'avais. Et surtout, j'ai voulu aussi restituer cette espèce d'insouciance des hussards de la République de cette époque, c'est-à-dire nos profs, qui, malgré ce que l'on était, personne ne pourrait imaginer que les petits sauvageons de la cité Million en 1963 étaient des enfants dociles qui écoutaient les cours comme ça. Non, ils se bagarraient contre ça et ils arrivaient à nous s'attraper. Et ce prof de littérature, ce taquin qui nous attrapait par le théâtre. Il y a quelque chose que j'ai pas raconté dans ce livre, c'est que le vendredi, lui, taquin, il nous faisait son petit numéro, il nous faisait les morts littéraires. Il jouait sur l'estrade les morts littéraires, parce qu'il savait que de toute façon, le vendredi à 17h, personne n'écoute quoi que ce soit. Donc il nous racontait les grandes morts de la littérature. Et pas il les racontait, il les jouait. Et il avait aussi un autre truc, c'est qu'il sortait un électrophone, à cette heure-là, il commençait à partir dans tous les sens, puis il posait un disque. Celui dont je me souviens, c'est Lorenzaccio, Gérard Philippe, Avignon, luttant contre le Mistral. Et là, une classe qui se tait. Dès que Gérard Philippe a déclamé, elle s'est tue. Il y a un très beau film dans lequel, comme ça, mais c'est un petit peu tendancieux. C'est dans Mission, je crois. Vont dans la jungle, ils jouent un air d'opéra. Et on a tous les petits sauvages qui s'arrêtent. Ils écoutent un air d'opéra. Ils sont comme ça. Et ben on était, nous, des petits Amazoniens qui écoutions Gérard Philippe à 17h30 un vendredi soir et on bougeait plus. Et cette magie-là, c'est-à-dire la magie du démo. Alors, les choses, je me souviens pas très bien, c'est une histoire de double, bon, d'accord, de traîtrise, ouais, pour moi. Mais la voix de Gérard Philippe, je me dis, quand quelqu'un peut avoir cette voix-là, porter un texte, que ce soit par écrit, ouais, c'est gagné. Ça, c'est ça un dieu, quoi. Voilà. Donc c'est à ça. Ces gars avaient compris qui on était, avaient compris qu'ils pouvaient nous toucher. Et c'est pour ça aujourd'hui, moi, je suis massivement pour qu'on fasse du théâtre à l'école, pour qu'on fasse des lectures, qu'on mette la voix derrière les livres, pas seulement la lecture physique, qu'on les fasse perdre, qu'on les fasse jouer les textes, quoi. Et je suis sûr qu'on les tiendra. Je pense que M. Blanquer a l'air même d'accord sur ce genre de sujet-là. Et on était ça, et ça, je voulais le restituer. Je voulais restituer une chose aussi que j'ai apprise à 15 ans, c'est que nos professeurs étaient des adultes qui pouvaient être amoureux, qui pouvaient être jaloux, qui pouvaient être méchants. C'est-à-dire qu'ils pouvaient être nous, en plus grand. Mais parce qu'il y a un moment, on idéalise, on mythifie presque, mais à partir du moment où il y en a un qui est amoureux, ou deux qui sont amoureux du même prof, on est dans une comédie humaine extraordinaire qui nous fait grandir, parce que ça nous dit, oui, nous, là, qui sommes amoureux en ce moment, et on est un petit peu dépenaillés, on ne sait pas ce qui se passe, on est perdus. Eux aussi, ils le sont. Et pourtant, ils doivent avoir 30, 35 ans, 40 ans. Donc c'est bon, on sera perdus nous aussi. Vous avez dit, il y a quelques années, je suis ce que je suis grâce à l'école. Et ce roman, c'est aussi une déclaration d'amour, je ne sais pas si c'est à l'éducation nationale, mais en tout cas aux professeurs, et à ce professeur en particulier, Fou de Proust. Aujourd'hui, le discours dominant, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait ça, que l'école, elle a perdu le fil, elle ne sait plus faire rêver les enfants. Est-ce que c'est exagéré ? Est-ce que l'école que vous décrivez dans votre roman, elle existe encore aujourd'hui ? Est-ce que ce sont des professeurs sur de petits îlots isolés ? Non, l'école de cette époque-là est rude aussi. Rude. C'est-à-dire,
j'en parle dans le bureau du directeur. Quand on allait dans le bureau du directeur, on savait qu'on allait se faire caloter. Hein. Et les parents venaient pas taper à la porte pour dire. Parce que nous, on savait que quand on prenait une calotte, c'est qu'on en avait mérité 3. Hein. Donc, tout le monde, on savait ça à l'époque. Il y avait aussi une école qui était très rude, qui était extrêmement sélective. Moi, je raconte ce qui m'arrive. Ce qui m'arrive, c'est que quelqu'un décide de votre avenir en fin de 3e pour la vie. Il vous envoie dans un lycée technique plutôt que vous envoyer dans un lycée général. C'est mon cas. Donc c'est extraordinairement violent. Ça se termine bien à la fin, mais pas pour tout le monde. Où on partait en apprentissage avant, en fin d'études et en apprentissage. C'était extrêmement violent aussi, cette école-là. Moi, ce que j'ai constaté dans les derniers mois, c'est que le confinement aussi a fait apparaître quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que les parents se sont aperçus que c'est pas facile d'enseigner. Ils se sont retrouvés avec leurs enfants, ils se sont retrouvés avec des adolescents, parfois, ou moins, et ils se sont aperçus que ils comprennent pas, ils sont pas sages, ils veulent pas obéir, et que ce qu'il y a enseigné, c'est pas si simple que ça. Moi, je pense que c'est un des moments qui a revalorisé le métier d'enseignant. Après, et je crains, comme pour les personnels soignants, qu'on oublie un peu ça, qu'à la rentrée, les choses risquent de revenir à ce qui se passait avant. Mais là, je crois qu'on a compris ça. Et aujourd'hui, l'école, pour moi, la plus grande rupture dans l'école, et elle a 20, 30 ou 40 ans, curieusement, ça a été une espèce de pédagogisme, c'est-à-dire une espèce de recherche de pédagogie. Qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire qu'il y a eu des chercheurs en éducation, ce qui est extraordinaire et ce qui est formidable. Mais il y a une chose qu'ils ont rompue sans le vouloir, c'est le lien entre les parents et les enfants. Ma mère n'avait que le certificat d'études, mais elle pouvait me faire répéter mes leçons le soir. Parce que l'histoire de France, par exemple, Jeanne d'Arc, Louis XIV, tout ça, elle avait vu. Les mathématiques, c'était de l'arithmétique, ça allait. C'était des contes, c'était un conte de cuisinière, d'accord. Mais on a tous vécu ça, et moi, comme les autres, où en 4e, en SVT ou en géométrie, on est mal, déjà. C'est-à-dire que on avait des enfants qui ont des parents qui ne peuvent pas les aider. Et imaginons ce qui se passe dans certaines classes sociales, d'accord ? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un enfant qui voit son père ou sa mère en difficulté par rapport à des choses qu'on doit lui enseigner. Et je pense que la chose fondamentale pour moi, c'est de ne pas rompre ce lien. Quand on fait les manuels, quand on donne des devoirs, on doit se poser la question, est-ce que les parents du gosse vont pouvoir l'aider quand il va rentrer le soir ? Tiens, papa, là je comprends pas, maman, est-ce que tu peux m'expliquer ça ? Ça paraît rien, mais moi c'est mon optimum. J'allais dire, parce que prendre ça en charge, c'est prendre en charge la société, la réalité de la société. Et ça, je trouve que ça a été brisé avec de très très bonnes intentions, hein, et y compris les méthodes de lecture, on ne comprenait plus rien. Ou les mathématiques modernes, on ne comprenait plus rien. Est-ce qu'on était devenu bête ? Est-ce que la société était devenue plus intelligente et que c'était nous qui... Non, on ne pouvait pas suivre. Et je trouve que ça devrait être quasiment une ligne rouge à ne pas franchir quand on modifie des programmes, quand on les améliore, de se dire, est-ce que ils vont comprendre ? Et si déjà il y avait ça, parce que ce qui est phénoménal, alors dans ce cas-là, après, vous devenez, j'allais dire, un paranoïaque quasi politique en vous disant, en tout cas, tout ce qu'on peut constater, c'est qu'un système éducatif fournit toujours une excellence. Il y a toujours des agrégés, il y a toujours des gens qui rentrent à Polytechnique, il y a toujours des gens qui rentrent à HEC, il y a toujours des gens qui rentrent à Normal Sup, toujours. Le seul problème, c'est qu'ils viennent toujours du même milieu social, extraordinairement, majoritairement. Donc, c'est la question à se poser. Comment se fait-il qu'on laisse perdurer un système dans lequel on peut constater qu'il ne fait qu'amplifier même peut-être la ségrégation sociale. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui, si on ne réfléchit pas à ça, et si on ne réfléchit pas que effectivement l'éducation nationale a fabriqué des groupes millionnaires, ce sont ceux qui vendent des cours ou qui vendent des préparations. On peut plus faire une médecine de ça sans avoir fait une PrEP privée maintenant, mais il faut la payer la PrEP privée. D'accord ? Donc, moi, je trouve qu'un système devrait s'interroger. Voilà, en philosophie, il y a une chose que j'adore, c'est penser contre soi. Penser contre soi. Les gens qui sont au pouvoir et qui ont les manettes aujourd'hui doivent se dire, pourquoi
moi, je suis d'accord pour continuer à participer à ce système qui provoque tant d'inégalités. Pourquoi moi ? Certainement parce que j'en bénéficie, moi ou mes enfants, moi ou les gens d'où je viens. Les gens qui bénéficient le plus du système éducatif sont les cadres supérieurs, les enfants d'enseignants. Parce qu'on connaît comment ça marche, on sait comment ça marche. L'orientation, mais programme sup et tout ça, là, mais les parents s'arrachent les cheveux quand il faut faire des choix stratégiques. Attention, ne demande pas ça, parce que si tu n'as pas ça, tu n'auras pas ça. Mais on devient des espèces de stratèges de l'éducation nationale sans savoir comment. Mais sauf que c'est l'avenir de nos gosses. Donc ça, je trouve dans ce domaine-là qu'il y a... je suis un peu chaud sur le sujet. Non, mais je le trouve extraordinaire. Moi, j'ai eu de la chance, je suis passé à travers ça, et on a pu m'aider. Il était d'une violence, mais d'une violence qui pouvait être accompagner le système. Et j'ai eu beaucoup de chance. Je suis entré dans une faculté aujourd'hui. Jamais. Moi, j'ai pas le bac. Et je suis rentré à Assas et après à Dauphine. Aujourd'hui, c'est fini. Ça. C'est impossible. Mais alors, qu'est-ce qu'ils sont les petits picolis d'aujourd'hui, ils sont quoi ? Ils font quoi ? C'est ça qui, dans le système... Moi, je ne veux pas commencer à discuter des différents petits aménagements et tout ça. Si cette philosophie-là, ou si quelqu'un en face de moi, un dirigeant me dit « Écoutez, moi, le système comme il est, il me va. On va l'améliorer, ça, mais il me va. Oui, mais tout ce que vous dites sur les pourcentages, d'accord, mais il me va. J'ai plus rien à dire. » Bon, Daniel, c'est le moment de philosopher et de répondre à la question l'affirmation qui donne son titre à ce podcast. Les gens qui lisent sont plus heureux. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je suis d'accord si on complète la phrase. Les gens qui lisent sont plus heureux que s'ils ne lisaient pas, s'ils lisaient moins ou s'ils étaient empêchés de lire. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on dit quand on prononce cette phrase-là ou quand même on pose cette question-là, c'est que il y a effectivement des gens qui, si on les privait de lire, ou si pour des raisons ils ne pouvaient pas lire autant ou s'ils lisaient moins, ils seraient moins heureux. Mais dans cette phrase, il y a une prétention presque, une prétention au bonheur pour ceux qui lisent. Non. Il y a des gens extraordinairement heureux, et c'est peut-être, on peut le déplorer, on peut penser ce que l'on veut de ça, qui ne lisent pas et qui sont formidables. Alors on appelle ça des imbéciles heureux, non. Non, ils sont heureux d'une autre manière. Il faut accepter, et j'espère que le fait de lire permet d'accepter que d'autres soient heureux autrement que nous. Sinon, on est quand même forme d'ayatollah. On est en train de dire, hors la lecture, point de salut. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et j'allais dire presque heureusement que ça n'est pas le cas. Mais que lire, pourquoi les gens qui lisent, ce sont des militants de la lecture. Ils ont envie parce qu'ils ressentent un vrai plaisir. Ils ressentent des choses qu'ils ont envie de faire partager. Et moi, je lis, j'écris, et ce que j'aime, par exemple, je participe à 2 prix du premier roman, que ce soit à Limoges ou à Nancy, et j'adore découvrir des premiers romans. C'est quelque chose que je trouve extraordinaire. J'ouvre un premier roman, j'ai une émotion que je ne peux pas avoir ailleurs. On dit, bon, j'ai des copains, tu sais, on lit ça. Oui, d'accord. Mais un premier roman, on entre dans un monde, on entre dans un avenir, on entre dans quelqu'un qui va devenir ou pas. Voilà. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Et là, je suis profondément heureux quand je trouve un roman qui m'a rassuré justement sur presque cette déliquescence dont on parle beaucoup actuellement, de la lecture ou du plaisir de lire ou de la place de la lecture. En tout cas, moi, je suis certain qu'aujourd'hui, on dit ce qu'on dit sur la lecture, mais sur l'écriture, ça, je suis certain que le désir d'écrire est plus puissant qu'il n'a jamais été. Pourquoi ? Parce que les gens constatent aujourd'hui que dans le panorama de tous ceux qui écrivent, ils ne sont plus d'une classe sociale déterminée. L'écriture et le succès dans l'écriture provient de partout dans la société, et de gens qui n'ont pas fait forcément les grandes écoles et des grandes études. Et ça, je trouve que c'est la grande victoire de la lecture. C'est de s'être mis à la disposition de tous dans l'écriture. Ça, c'est j'allais dire, l'écriture est devenue démocratique en ce sens-là. Après, qu'il y ait moins de gens ou moins de grands lecteurs, parce que c'est de ça dont il s'agit, ou que, presque de façon insidieuse, il y a des choses qu'on ne considère pas comme de la lecture. Moi, c'est pas, quelqu'un ne m'épatera pas parce qu'il a lu tout Flaubert, tout Proust ou tout Dumas. Mais le type,
que Flaubert, Dumas a fait de lui, ça m'intéresse. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est devenu quelqu'un en lisant. Il y a des gens qui me développent leur bibliothèque. Quand je parle avec eux, je suis inquiet pour la bibliothèque. D'accord ? Donc, et d'autres parents qui viennent et qui me disent « Ah, mon fils, il lit rien, il lit que des mangas. » Mais je dis « Madame, c'est un monde, manga. Quand vous me dites qu'il lit des mangas, vous me dites rien. Est-ce qu'il lit des mangas de volleyball ou est-ce qu'il lit des mangas quasi existentiels et philosophiques ? Il y a tout ça dans le monde. Je sais pas, allez voir, parlez avec lui. Vous l'aimez, votre fils ? Vous l'avez fait, vous le trouvez intelligent ? Ah ouais, vous le trouvez beau ? Oui. Alors, pourquoi ? Il aime les mangas, essayez de savoir pourquoi. Moi, je suis toujours sur cette base-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment les gens métabolisent ce qu'ils lisent. Moi, j'ai vu de façon définitive La traversée de Paris. J'adore ce film. Mais qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu des soldats allemands, dont certains étaient des nazis, qui citaient les grands philosophes allemands qui écoutaient la grande musique et qui le partageaient avec un gamin qui était le bourgeois parisien. Et j'étais un petit peu chaud aussi à cette époque-là. Je me disais, si devenir aussi cultivé, ça peut produire ça, est-ce que ça vaut la peine ? J'étais un peu radical, mais je dis que ça produit ça aussi. Il faut se le dire, il faut le regarder. Il y a des tyrans extrêmement cultivés. Il y a des tyrans qui ont une bibliothèque extraordinaire. Donc il faut se départir de cette espèce de privilège d'être quelqu'un qui lit et qui considère que c'est un privilège supérieur. Non, profitons de ce privilège-là, du plaisir qu'il nous donne, mais essayons plutôt de respirer quelque chose de tellement intéressant que ça donne envie aux autres de lire. Moi, les profs qui m'ont intéressé, c'est les profs qui respiraient quelque chose d'intéressant. J'ai eu un prof d'atelier qui m'a donné envie d'avoir un atelier, de se serrer, de manier la lime, la scie. Parce que ce gars-là, quand il parlait, d'abord en plus il avait des paluches incroyables, il avait à la fois le corps, et quand il parlait de Camus, parce qu'il venait d'Algérie, c'était un rapatrié d'Algérie qui avait dirigé une usine, et il était obligé d'être prof dans un collège de banlieue. Mais le gars, quand il me parlait de Camus, ouais, ça me plaisait. Après, bon, il me parlait d'autres auteurs que j'aimais moins, mais je le dis dans le livre. Bon, mais ça, c'est aussi, dans cette adolescence, c'est montrer comment on peut même évacuer un auteur ou évacuer une lecture parce que vous la trouvez pas morale. Moi, quand on a 15 ans, moi, je voulais écrire, mais je voulais pas écrire n'importe quoi. Et mes modèles devaient avoir une dimension éthique. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait dans l'écriture, moi, être un voyou, je sais que je pouvais l'être. Il n'y a pas de problème, j'ai besoin d'aucun livre pour ça. Il suffit de conditions matérielles, de circonstances, de manque de chance, et je pouvais l'être. Mais est-ce que je pouvais être un être moral ? C'est-à-dire, est-ce que je pouvais écrire et que l'écriture m'aide à échapper à cette fatalité, j'allais dire, de la délinquance. Des copains, ils sont allés... moi, comme je dis souvent, j'ai fait Gallimard, Albin Michel, Grasset, et d'autres, ils ont fait Fleury-Mérogis, Fresne. C'est les mêmes potes, hein. On était tout près, on était de rien, des jumeaux, des frères. Hein. Bon, c'est une question de circonstances. Et donc, j'avais besoin... Et c'est pour ça que j'ai eu des débats, mais infinis, avec des copains sur Céline, par exemple. Je dis, mais n'essayez pas de me dire, essayer de comprendre que quand j'avais 14-15 ans, je voulais quelqu'un qui écrive et qui soit un être moral qui m'élève moralement. Je m'en fous du style, je m'en fous qu'il soit révolutionnaire, je m'en fous. Mais il pourrait me dire, mais Proust, c'est un bourgeois qui a jamais travaillé de sa vie, comme disait mon père, d'ailleurs, en me parlant de Proust. Oui, mais il n'y avait pas cette dimension qui pour moi, dans l'horreur, la dimension antisémite, ça c'était quelque chose que je ne pouvais pas pardonner ça au nom censément du génie. Je ne pouvais pas, parce que ça ne me mettait pas en mouvement correctement. Ça ne m'aidait pas, moi, qu'il ait du génie et puisse être ce qu'il est. Et qu'il y ait d'autres écrivains de génie qui étaient... Non, ça ne m'aidait pas. Être, j'allais dire, un salaud, je pense que j'avais tout ce qu'il fallait pour ça. Donc j'avais besoin d'auteurs qui, bon, elle me disait, voilà, on peut écrire. Et l'écriture, on parle, c'est de l'esthétique, mais l'écriture, c'est beaucoup de
de la morale, c'est beaucoup de l'éthique. Il y a une éthique de l'écriture, il y a des choses que vous interdisez de faire, des choses que vous interdisez de dire. Moi, c'est primaire, dans les choses primaires. Je dis quasiment pas de gros mots dans mes livres, parce que je sens que ma mère va me caloter. Elle est plus là, bien sûr, mais elle me caloterait. Daniel, on dit pas ça. Daniel, on dit pas ça. Et ça paraît infinitésimal, ça paraît rien du tout. Mais c'est de ces choses qui vous guident et qui sont dans cette éthique de l'écriture, dont on ne parle pas beaucoup, mais beaucoup d'écrivains l'ont. Et quand on parle, on le sent chez eux, et les lecteurs le sentent. Et peut-être ils oseront pas en parler, parce que ça fait, j'allais presque dire un peu cuculapraline. Ah non, c'est très puissant, très fort et très nécessaire. Et c'est louable. C'est intéressant ce que vous dites, parce que dans les débats récents sur la littérature et les écrivains, on a beaucoup mis en avant cette séparation entre l'homme et l'artiste, pas que dans la littérature, dans le cinéma, dans la musique aussi. Pour vous, le romancier, ça doit être un modèle, un cap? Non, c'est ni un modèle ni un cap. Je parle de ce dont j'avais besoin. Ouais. De ce dont j'avais besoin. J'avais besoin d'un être moral avec du talent, parce que j'étais dans une situation où je savais que j'écrirais, ou que j'écrirais, je sais pas comment, mais je ne savais pas de quel côté je pourrais tomber, socialement même, physiquement. Et je comptais sur la littérature. Moi, c'est très simple, hein, et je le raconte dans ce roman. J'avais une passion pour Karel Chessman, parce que ce type qui était un assassin, qui était écrivain en prison. Et j'arrivais à avoir une pensée insensée, c'est que, au moins, si j'étais emprisonné, je pourrais écrire. Le confinement m'a fait beaucoup penser à ça. C'est pour ça que Et Karel Chessman était un homme qui... c'était une sorte de Sherazade. Il est resté 12 ans en prison, parce qu'il produisait des livres qui avaient du succès et qui alimentaient les caisses de la prison. Et le jour où il n'a plus eu de succès... le gouverneur ne l'a pas téléphoné, on l'a exécuté. Et c'est une espèce de modèle. Ce gars est un véritable tueur. Bon, d'accord, il ne peut pas être une référence. C'est son enfermement, moi, qui est une référence. Et dans les débats éthiques que l'on a, curieusement, il est contenu déjà dans Proust. Parce que c'est le contre Sainte-Beuve. C'est de savoir si on doit prendre en compte la vie de l'auteur, sa biographie, pour comprendre son œuvre. Proust était contre Sainte-Beuve, c'est-à-dire il était contre cette idée-là. Proust n'avait pas du tout envie, et pourtant tout le monde analyse Proust à travers sa vie personnelle. Tout le monde, Proust, homosexuel, asthmatique, dandy, tout le temps, et en même temps, il vénère le contre Sainte-Beuve. C'est ça que je trouve paradoxal, entre guillemets, dans Proust. Mais ce besoin d'éthique, ce besoin de morale, il est peut-être très adolescent, mais je les garde. Je garde cette fidélité à la dose, parce qu'il y a tellement de choses à lire. J'ai envie de dire en même temps, attendez, qu'est-ce que vous me dites? C'est lui ou rien qu'il faut lire. Il y a plus personne autour. Il y a plus personne qui va vous enjoliver la vie, qui va vous émerveiller, qui va vous étonner. C'est quand même sidérant qu'on pose parfois des auteurs qui sont incontournables. Comme si on ne pouvait pas vivre si on ne les lit pas. Mais bien sûr que si. Ça voudrait dire que la littérature, comme ça, il y a 2-3 pôles, il y a des espèces de phares plus ou moins éclairants, et qu'il faudrait absolument aller vers eux. Mais c'est dingue, quoi. Quand je dis, vous savez, vous n'avez plus envie de lire, lisez Don Quichotte. Relisez-le pour la 23e fois, puis vous allez voir, il y a encore des trucs à l'intérieur. Donc, je veux dire, c'est un débat que je trouve tout à fait étrange. Tout à fait étrange, parce que ça met en position quelqu'un quasiment, c'est une injonction. T'as pas lu ça? Quand même, t'as pas lu ça? Ah, parce que ceci, et puis quoi encore? Écoutez, non, excusez-moi, comme je vous dis, j'ai relu Don Quichotte. Alors pour terminer, Daniel, je voudrais que vous me disiez, si en cette rentrée qui s'annonce, si on ne lit pas Daniel Picouli, si on ne lit pas Marcel Proust, si on ne lit pas Amélie Nothomb, que j'ai croisé dans les bureaux d'Abbé Michel en arrivant, qu'est-ce qu'on lit? Qu'est-ce que vous nous recommandez en ce moment? Il y a un premier roman, d'ailleurs, sur lequel j'ai écrit un article, qui s'appelle La petite dernière, qui est de Fatima Das, qui est l'histoire d'une jeune fille, c'est surtout là, il y a une forme tout à fait
étonnante, et particulièrement pour un premier roman qui est une espèce de forme itérative qui peut se rapprocher même de la tragédie grecque, qui est une incantation où une jeune fille se pose sur le devant de la scène pour dire je suis Fatima, je suis algérienne, je suis musulmane, je suis tout ce qu'elle est. Et petit à petit, elle le répète à chaque début de chapitre. Et petit à petit, elle brosse son portrait, ses contradictions, ses inquiétudes. Comment peut-on être pieuse comme elle l'est et vivre aujourd'hui? Comment être pieuse comme elle l'est, c'est-à-dire être une bonne musulmane et être homosexuelle et l'assumer? Est-ce qu'elle va devoir choisir? Elle vit, elle sait elle ne sera jamais acceptée comme musulmane homosexuelle. Alors, est-ce que c'est ça qui va déterminer sa vie? Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'elle abandonne sa religion? Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'elle la vive autrement? Et est-ce qu'elle doit abandonner sa langue d'origine? Est-ce qu'elle doit... Elle est dans un déchirement comme ça, que je trouve qui est un déchirement d'aujourd'hui, qu'on ne voit pas assez derrière ces jeunes filles qu'on rejette soit du côté de la jeune fille voilée, soit celle qui est en rébellion, mais qui est un déchirement universel. C'est-à-dire que même moi qui suis, comme tout à l'heure, quand on s'est vu, je vous ai dit, non, j'ai pas été contrôlé par la police aujourd'hui, je l'étais tout le temps, parce que je suis d'origine martiniquaise et que donc j'ai une allure comme celle-là qu'on met beaucoup plus du côté du Maroc d'ailleurs, mais bon, j'assume et je prends et j'en suis fier. Mais ma maman est blanche, mes frangins et frangines ils sont blancs, avec des yeux bleus, et donc jamais on ne posera les questions qu'on pose, ou jamais à mon frère Serge et ses très beaux yeux bleus, à ma sœur Maryse, à ma sœur Martine, voilà, jamais à eux. Et donc moi aussi, je suis confronté à cette injonction à être ce à quoi je suis censé ressembler. Ce qui pour moi est juste sidérant, juste sidérant, parce que si vous voyez ma maman, si vous voyez mon frère, et je trouve qu'il y a beaucoup d'injonctions. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'injonctions à choisir son camp, à choisir sa culture, à choisir ses origines, à choisir son pays. Alors que choisir son camp, même, ouais. J'allais dire dans tous les domaines. Hein. Bien sûr, oui. Bien sûr. Alors que on est tous dans un balancement dans ce domaine-là, balancement au présent et balancement tout au long de son histoire. C'est formidable de voir. Moi, je suis d'une génération où des gens ont fait 68, ont été des révolutionnaires, ils sont aujourd'hui quoi? Qui? Voilà, c'est des choses qui sont d'aujourd'hui, qui m'interpellent. Mais il y a très beau livre. Il y a 5 dans mes yeux du côté de l'Iconoclaste où c'est Marseille, c'est un Marseille truculent. Il y a du Pagnol et puis il y a d'aujourd'hui quoi. Il y a du Zaviziva, il y a du Kékou et il y a du Pagnol. Ça c'est bon. L'Iconoclaste, allez-y. Et allez-y, faites-vous une cure de premier roman. Faites-vous une cure de premier roman, dites-vous... Oui, j'ai l'impression qu'il y en a vraiment beaucoup dans cette rentrée. Et des bons. Ah, ouais. Hier, c'était une très très belle leçon parce que c'est un prix dans lequel... C'est le prix Groupama et il y a des collaborateurs de Groupama qui sont là. Et donc on écoute d'abord, entre guillemets, les gens de Groupama et les professionnels. Les professionnels sont aperçus qu'ils n'ont absolument pas voté pour les mêmes livres. Et c'est des leçons que l'on prend et ils parlent formidablement des livres. Et je peux vous dire, le livre qu'il a remporté, c'est pas du tout celui que les professionnels avaient mis en avant. Et c'est ça aussi qui rassure sur la puissance de la lecture. Est-ce que cela produit chez des gens? Et ces gens, peut-être je les aurais croisés, je n'aurais pas imaginé qu'ils avaient cette qualité de lecture et que la lecture était aussi importante pour eux. Alors, quand on sort de là, on est heureux et comme dans votre intitulé, on a l'impression que les gens qui lisent sont beaucoup plus heureux. Merci, c'est une belle manière, c'est une jolie manière de terminer cet entretien. Merci beaucoup, Daniel. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. À bientôt. C'est la fin de ce podcast. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des gens qui lisent sont plus heureux.